Ah, attends, c'est en train de. C'est en train de. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Propulse ton Biz. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en un mot? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Nicolas Lisani. Je travaille à mon compte en tant que freelance dans la conception de sites web, que ce soit de petits sites web pour des petits commerçants ou des sites web un petit peu plus évolués comme des marketplaces, par exemple. Tout ça, je le fais sur des technologies soit en programmation spécifique, soit sur des technologies CMS type WordPress, par exemple. Ok. L'objet de cette vidéo, c'est de réfléchir à la conception d'un cahier des charges web. Bien souvent, lorsque l'on veut créer un site web, on doit se poser les bonnes questions pour aller à l'essentiel et pour rendre l'exercice le plus pertinent et le plus efficace possible. Et au cours de cette vidéo, vous verrez comment concevoir pas un pas et de la façon la plus complète possible un cahier des charges web. Nicolas, l'objectif d'un cahier des charges, ici, ce que j'ai mis sur les slides, selon toi, qu'est-ce que ça serait? C'est quoi à quoi sert un cahier des charges et qu'est-ce que serait un bon cahier des charges? Alors déjà, ce que j'ai envie de dire en premier lieu, c'est que un cahier des charges, pour moi, c'est nécessaire. J'en fais à chaque fois que j'ai un client. L'objectif du cahier des charges, c'est de préciser au maximum la demande du client en se posant les bonnes questions. Et puis aussi de faire une étude plus ou moins succincte du client. Alors, soit c'est une entreprise en cours de création, soit c'est une entreprise existante. Euh, voilà, ça va me servir à en apprendre plus sur le client et sur ce qu'il veut faire avec son site internet. Ok, Voilà. donc Et ça en c'est dans plus de l'hypothèse ça, où tu fais le site web. Et dans l'hypothèse où la personne veut faire en elle-même, veut faire en direct son site web, ça lui permet de cadrer son projet et de se poser les bonnes questions. voilà, c'est ça. Et puis, comme je disais, donc en plus de ça, ça va me permettre de cadrer le projet aussi d'un point de vue légal. Euh, du coup, il y a une relation contractuelle entre le client et moi et qui va dans les deux sens, évidemment. Ok. Pour finalement aboutir à la fin de tous ces questionnements à une réflexion du type est-ce que ce projet est faisable ou pas? Est-ce qu'il va être rentable ou pas en fonction des frais qui sont envisagés? Donc, c'est un questionnement qui est sain en soi. Alors, C'est Nico, ça. pour faire un cahier des charges intéressant, que faut-il mettre dedans? Est-ce qu'on peut tout Alors, mettre dans un cahier des charges? on ne peut pas tout mettre non plus dans un cahier des charges. C'est pas non plus, par exemple, un contrat dans lequel il y aura des clauses, mais on va commencer déjà, prenons les choses par le début, on va commencer à, à donner un maximum d'informations sur l'entreprise en la décrivant, en décrivant ses intentions, ses valeurs, euh, le, ce qu'elle souhaiterait faire d'un point de vue de la prestation qui va être amenée juste après. Voilà. Ça va aussi structurer un petit peu, moi, dans le cadre de la réalisation d'un site web, par exemple, parce qu'un cahier des charges, évidemment, ça se fait dans un tas de cadres différents, mais dans le cadre de la réalisation d'un site web, je vais aller structurer euh, les futures pages qui seront présentes dans le site. Je vais, euh, je vais aussi lister, si par exemple je fais un site sur WordPress, je vais lister la liste complète des plugins utilisés. Euh, voilà, les pages, le design aussi, on parle beaucoup de design dans le cahier des charges. Le design, ça va être donc, est-ce qu'il y a une charte graphique existante, un logo existant? Est-ce qu'on doit réaliser un logo, une charte graphique? Euh, est-ce qu'il y a des préférences chez le client en termes de colorimétrie pour cette charte graphique, par exemple? Voilà.
Une chose que j'ai oubliée aussi, mais en tout premier lieu, avec la description de l'entreprise, on a aussi une étude de la concurrence. Alors, soit l'entreprise est existante et il y a déjà une concurrence bien ancrée dans ce domaine-là, ou alors l'entreprise est en création et il y a une potentielle concurrence derrière. Nico, je vais te poser une question toute bête, mais concrètement, un cahier des charges, c'est quoi? C'est un logiciel, c'est un support rédigé, c'est un schéma, c'est un truc gribouillé sur un coin de nappe. Qu'est-ce que c'est? Alors, un cahier des charges, euh, ça peut être sous n'importe quelle forme, ça peut être au format papier dans un premier temps, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec un ordinateur. Mais généralement, bon, bah, on va réaliser ça sur un traitement de texte classique, hein, type Word ou Google, Ok. les outils Google ou Microsoft, etc., pour réaliser des Ok. documents. Un cahier des charges, du coup, c'est quoi? Alors, c'est une page, 3 pages, 10 pages, 100 pages? Alors, ça va dépendre du projet, de l'ampleur du projet, évidemment. Je veux dire qu'en moyenne, on a une quinzaine de pages. Maintenant, si c'est un petit projet, on peut très bien avoir 8 pages, par exemple. Et si c'est un très gros projet, on peut très bien en avoir 200. Tout dépend de Ok. l'ampleur du projet. J'envisage de faire un cahier des charges pour mon futur site. Combien de temps ça va me prendre à peu près, selon toi? Alors, le cahier des charges, c'est un document à ne pas négliger. Il ne faut pas mettre n'importe quoi non plus dedans. Comme je disais, c'est aussi un document qui peut être contractuel, légal, en tout cas dans le cadre légal. Donc, il faut vraiment préciser au maximum. La rédaction en elle-même, en soi, peut prendre une simple journée. Maintenant, il faut qu'il y ait une certaine recherche en amont. Euh, et ça ne prend pas une journée. Ça peut prendre un certain temps. Et je conseille toujours aux clients de réaliser un cahier des charges et de prendre leur temps. Et surtout de planifier ça bien avant le démarrage du projet. Ok, donc ce que l'on peut conseiller, c'est de faire une ébauche de cahier des charges, de lister tout ce qu'on a envie de mettre dedans, et puis de le laisser reposer tout ça dans votre esprit, et à tête reposée, justement, à voir ce qui peut être élagué pour ne pas réinventer la roue, se focaliser Oui. sur les services dont vous avez réellement besoin, les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin, et puis peut-être, je ne sais pas, consulter l'avis de prestataires, de freelance comme toi, par rapport à ce qui est des charges. Ouais. Ok, Oui. Ou solliciter une aide de ces prestataires. Ces ok, prestataires peuvent très bien vous aider à le réaliser aussi. ok. Donc concrètement, un cahier des charges ne s'improvise pas, il ne se fait pas en 1 heure, il ne faut pas y passer 15 jours non plus. 7 heures de travail, ça peut être intéressant, ou dans une première heure, on va lister les grandes parties de ce cahier des charges, et après, on va chercher à le remplir de façon plus ou moins précise. Et justement, Nico, Oui. je t'invite à ici développer chacun des différents postes présents dans un cahier des charges. Oui. Alors là, on a quelque chose qui n'est pas vraiment dans l'ordre, mais bon, on va essayer de prendre le premier dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, disons. Euh, la nature du projet, donc décrire la nature du projet. Euh, Les objectifs du site vraiment, où est-ce ensuite. qu'on. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut Pardon? faire avec votre site ou votre projet? Voilà, Savoir si vous avez un qu'est-ce qu'on. temps. Voilà. Tout à fait. Et, Donc, et puis, description voilà. du projet de manière générale, présentation de son entreprise ou sa future entreprise. Hein, quand on est client, on va aussi se présenter. Euh, les objectifs, donc toujours très important de définir des objectifs quand on est dans le cadre de la réalisation d'un projet d'entreprise. Normalement, c'est quelque chose qu'on a fait déjà bien avant de réaliser un cahier des charges, de définir des objectifs. Et bien là, on va lister tous les objectifs euh, qui sont en lien avec le projet technique qui, sera, euh, qui sera traité dans le cahier des charges, évidemment. Ensuite, les cibles. C'est vrai que j'en ai pas parlé des cibles, mais les cibles, c'est très important. Quel type de clientèle vous souhaitez cibler? Et bien ça, il faut le rappeler dans le cahier des charges à chaque fois. C'est pareil, les cibles, c'est comme les objectifs. Normalement, si vous êtes entrepreneur, vous avez dû faire ça bien avant de réaliser un cahier des charges pour votre projet. Et en fonction de vos Ensuite, objectifs et de vos cibles, vous n'allez pas faire du tout le même site. Soit vous faites un site oui, par cible ou une rubrique par cible,
Mais en tout cas, vous allez chercher à proposer le meilleur site possible à chacune de vos cibles. Oui. Oui, en effet, voilà, dans le cadre d'un site internet, par exemple, en effet, on peut avoir plusieurs cibles et du coup plusieurs projets par cible. En effet. Hmm. Euh, mais bon, ça dépend, ça va dépendre des cas. Bien souvent, on a un seul projet qui va peut-être, admettons, les cibles sont des cibles qui se trouvent dans des pays différents. Euh, on va avoir un site multilingue, par exemple, qui va répondre aux besoins de chaque cible. C'est ça. Ça peut être aussi le cas. Voilà. Ensuite, on va étudier l'existant, s'il en existe. Évidemment. Donc, l'existant, si vous êtes une entreprise qui ne démarre pas, vous avez sûrement fait des choses auparavant. On va étudier donc ce qui existe déjà, et puis on va le comparer éventuellement avec ce qu'on peut faire par la suite, et ce qu'on devrait faire par la suite. Ensuite, l'arborescence. Donc, j'en parlais dans le cadre d'un site internet, par exemple. Il faut définir une certaine arborescence. Un site internet contient des pages, une structure de page en tout cas, et c'est ici qu'il va falloir définir quelle structure le client souhaite pour son projet de site internet, par exemple. Voilà. Et ça va préciser grandement la nature et les détails du projet. Sélection. Euh, sélection. Du Damien, tu partenaire. peux Comment, parce ouais. que Comment voilà. choisir le prestataire? Quels vont être les critères? Et ça, c'est bien de le citer dans votre cahier des charges parce que ensuite, quand vous allez communiquer votre cahier des charges à un prestataire ou à une agence spécifique, bah, elle sera à même de réfléchir à la question et d'y apporter des réponses qui pourront vous aider justement dans la sélection de ce prestataire en question. Bien Prestation sûr, attendue. dans la communication, par exemple, dans tout ce qui est communication en ligne, on va peut-être avoir des critères bien spécifiques en fonction des goûts de chacun, voilà, en fonction des goûts du client, en l'occurrence. Euh, il va y avoir un panel de prestataires disponibles et certains prestataires répondront plus à la demande que d'autres. Et du coup, effectivement, oui, à ce niveau-là, il vaut mieux donner des critères de sélection du prestataire. En effet. OK. Et après, Des prestations. on a un focus sur les prestations attendues, avec savoir ce que l'on veut en termes de graphisme et savoir ce que l'on veut en termes de fonctionnalité technique, hein. C'est bien ça, Nico? Voilà, exactement. C'est là qu'on va préciser au maximum la demande. Euh, OK. euh, et là, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les détails à ce moment-là. OK. Bah, justement, je te propose de rentrer dans le détail et on va attaquer par le premier chapitre. Présentez votre activité et votre entreprise en 1 minute, Nico. D'accord. Donc, voilà, votre activité, ça va être une activité peut-être de vente de produits ou de services ou autres. Et donc, c'est ici qu'il va falloir préciser exactement ce que vous souhaitez vendre, quel est le concept même de votre entreprise pour que le prestataire puisse s'adapter à votre cas précis. Voilà. Euh, Votre entreprise aussi, c'est très bien de préciser si elle a des salariés, quand est-ce qu'elle a été créée, euh, son chiffre d'affaires, si c'est une entreprise existante, ou alors son prévisionnel, sa zone géographique. Pourquoi? Parce que eh ben, ça va préciser un tas de choses sur vous, et du coup, ça ne donnera que plus de détails au prestataire pour qu'il puisse se faire une idée de ce que vous souhaitez faire, ce que vous êtes, et comment vous souhaitez évoluer. Voilà. Vos concurrents, maintenant, comme je disais, une étude de la concurrence n'est pas anodine. C'est bien de savoir ce que les autres font. Vous pouvez même donner des exemples de concurrents qui vous plaisent et que vous aimeriez non pas copier, mais sur lesquels vous aimeriez prendre des idées. Voilà. Et ça donne aussi une bonne idée aux prestataires de quel type de réalisation on doit faire derrière. OK, donc tout ça, ça peut paraître évident pour vous, mais pour le prestataire, lui, il ne vous connaît pas. Et plus vous pourrez être précis dans votre description et vos ambitions, plus ça l'aidera à cadrer votre projet.
Et justement, question numéro 2, objectif du site. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre site? Est-ce que vous voulez, en gros, hein, pour simplifier, Nico, faire un site carte de visite, un site un peu plus agressif en termes de prospection, ou vous voulez préciser l'objectif de votre site? Voilà, je veux un site e-commerce, je veux un site catalogue, ce genre de choses. Oui, voilà. Ou un site de réservation, simplement pour d'hôtellerie, par exemple. Ça peut être plein de choses. Voilà, Ça peut être plein de choses. Et il faut le préciser ici. voilà. Nature du site, est-ce qu'on part sur une création, une refonte de site? Si vous avez déjà de l'existant, précisez. Et puis, précisez voilà, la typologie de votre site. Si on est sur un site à long-termiste, court-termiste, si vous voulez en faire en centre de votre activité, ou si c'est un levier de communication parmi tant d'autres. Oui. Alors, en Précisons définissant aussi. des objectifs comme avant, on arrive très vite à une nature à définir la nature de votre site. Et du coup, ça va être similaire aux objectifs. Hein. Hmm. Voilà, donc savoir qui vous voulez toucher via votre site et surtout quel type de contenu vous proposez sur votre site et notamment à quelle douleur. L'écueil, et tu iras peut-être dans mon sens, Nico, mais l'écueil principal des créations de sites, c'est de faire un site à notre image et de dire voilà, mon site, c'est mon bébé, je mets tout mon cœur dedans. Non, votre site, s'il est là pour aller chercher du client, il doit être là pour apporter des réponses aux problématiques, aux questionnements, aux douleurs de vos cibles. Et non Bien pas parler entendu. de vous en disant j'ai fait ci, je fais ça et d'utiliser 30 fois le mot jeu dans la même page. Donc, Ouais. grâce à votre site, vous apportez des solutions à la personne, je ne sais pas, qui cherche un devis de pergola près de Saint-Étienne. Donc, à un moment, il faut apporter des solutions et du contenu dans votre site qui puisse satisfaire les besoins de votre internaute. Et après, si vous visez un site e-commerce, vous allez placer des métriques, des stats estimés par rapport au panier moyen, par rapport au chiffre d'affaires attendu, par rapport au taux de transformation attendu. On rentre Ouais. ensuite, Nico, dans les critères techniques. Oui. Par rapport au ciblage, c'est ça? Périmètre technique. Donc, est-ce que votre site il est seulement en français ou il faut prévoir une version multilingue avec plusieurs langues? Donc ça, derrière, c'est pas du tout le même codage. D'un côté, il n'y a qu'une seule langue qui est développée. De l'autre côté, vous avez des variables qui sont installées et qui permettent de faire appel à plusieurs langues. Et à partir du moment où on prévoit son site en multilingue, il n'y a pas tout à redévelopper pour importer une nouvelle langue. C'est ça l'intérêt de le prévoir le plus tôt possible. Et après, on va se poser des Alors, bien questions toutes entendu. bêtes du type par rapport aux langues, qui crée les textes, qui fournit les traductions. Et là aussi, il y Oui. aura des problématiques d'import de ces langues. Après, on va se Tout à poser la fait. question Donc, de l'hébergement web. Est-ce que vous avez déjà un hébergement web ou pas? Quel type d'hébergement web il faudra prendre? Est-ce qu'il faut prendre l'offre premier prix? Et ça, on aura tendance à vous dire non. Est-ce qu'il faut partir sur une solution intermédiaire, voire une solution d'envergure? Et là aussi, ça dépendra du volume de trafic estimé et du niveau de ressources consommées par votre site. Et puis, qui va concrètement s'occuper du dossier du site internet chez vous, dans votre structure, et est-ce que vous aurez des ressources à allouer? Ressources techniques, ressources textuelles, ressources marketing. Est-ce que vous aurez un stagiaire, un salarié? Voilà, c'est le genre d'éléments qui nous permettent de savoir, à nous, aux développeurs ou aux référenceurs, savoir si on aura affaire à un niveau débutant, à un niveau intermédiaire, savoir si vous avez déjà eu à gérer ce type de projet. Et de notre côté, on va anticiper ou pas la formation du personnel à la gestion, à la maintenance du site Internet. voilà. En fait, ça va nous permettre de déterminer le niveau d'ampleur du projet, toujours dans le cadre d'un site internet, hein, exactement, mais histoire de savoir quelles seront les fonctionnalités qui seront derrière et de pouvoir chiffrer ensuite le projet le plus facilement possible. Tout à fait. Et après, on va se poser la question de si vous avez déjà des ressources existantes, si vous avez déjà des textes, des éléments graphiques, des logos,
ou si vous avez déjà fait produire un design par une personne compétente en la matière. Et à défaut, si vous avez des plaquettes, des vidéos, tout ça, on va pouvoir le reprendre pour l'intégration de ces contenus dans votre site, voire vous aider à rédiger correctement les contenus de votre futur site. Et surtout, ne négligez pas tout cela, parce que si vous n'avez pas ça, il va falloir prendre du temps et de l'énergie pour créer ces textes, créer ces logos, créer ces éléments graphiques. Voilà. Un site, c'est un outil de communication avant tout. Et si la communication graphique et la communication en rapport avec le contenu de cet outil n'est pas faite correctement, c'est sûr que derrière, ça n'a aucun intérêt d'en faire un. Donc, c'est très important de préciser tout ça dans le cahier des charges aussi. Et si vous partez d'une page blanche, eh bien, il va falloir définir ce qu'on appelle une charte graphique, savoir quels éléments de couleur, de mise en forme vous voulez mettre en place dans votre site. Et si vous n'en savez rien, eh bien, peut-être que vous allez faire référence à des concurrents, à des confrères ou à des sites dont vous avez connaissance ou vous avez l'habitude d'aller pour dire, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime moins, et j'aimerais avoir ce type de site pour mon activité. Et en fonction de vos besoins, de vos ambitions, on va vous dire, OK, est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est conforme au marché? Est-ce que c'est conforme aux attentes de vos cibles? Et surtout, combien ça va vous coûter derrière? Voilà. Arborescence de page, concrètement, comment voulez-vous organiser votre site? Là, vous savez lire, vous voyez quelles sont les principales questions qu'on peut se poser. Toutefois, je veux attirer votre attention sur un écueil majeur qui est fait là aussi, c'est éviter les pages cachées dans des arborescences pas possibles. Autrement dit, votre lecteur est pressé, donnez-lui toutes les infos qu'il veut sur le plus grand nombre de pages. Oui. Idem, Oui. essayez de mettre des éléments de contact, des formulaires de contact sur toutes les pages. Pour moi, je le répète, un site ne doit pas avoir de page contact. Toutes les pages d'un site sont des pages de contact, quoi. À un moment, demander à un internaute d'aller cliquer sur la page contact, c'est un effort. Vous risquez de perdre cet effet impulsion. C'est parti, je demande à me faire contacter. Voilà, vous risquez de perdre en conversion derrière. Donc, votre compte site doit être là pour apporter des contenus qui apportent des solutions aux questions que se posent vos prospects. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? En quoi votre service ou votre produit va me faciliter la vie demain matin? Donc, certes, vous pouvez importer un catalogue produit, par exemple, sur votre boutique e-commerce, notamment, mais vous devrez également produire d'autres contenus, des comparatifs, des pages blog, de la valeur autour de votre catalogue produit pour dire voilà, je suis pertinent sur mon activité, et vos internautes, grâce à ces contenus, vous allez leur faciliter la navigation, leur découverte de votre univers et la compréhension de votre valeur ajoutée. Oui. Dans votre site, c'est votre commercial numéro un. Donc, c'est sûr que si vous avez un commercial, par exemple, et que vous ne lui donnez pas de téléphone pour téléphoner, c'est comme ne pas donner d'outils de contact à chaque page de votre site. Et ça, il faut le préciser à votre prestataire dans le cahier des charges. Et il faut aussi, donc, comme le disait Damien, être détaillé, mais ne pas aller trop loin, par exemple, dans l'arborescence des pages, parce que derrière, votre prestataire n'aura pas forcément le temps de lire des arborescences infinies et doit avoir les informations générales. Voilà. Et j'ajouterais aussi une chose, c'est que lorsque l'on réalise un site dans le cadre d'un cahier des charges pour la réalisation d'un site, il y a des pages qui sont statiques, qui ne bougeront quasiment jamais. Il y a des pages dynamiques. Je prends par exemple dans le cadre d'un site e-commerce, une page produit est une page dynamique parce que plus vous allez ajouter de produits, plus vous aurez de pages produits. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne précise pas non plus dans l'arborescence des pages, les pages dynamiques, parce que ça serait beaucoup trop long à préciser. Voilà. Okay. Du coup, Nico, on arrive au cœur du cahier des charges où on va lister dans une rubrique prestations attendues ce sur quoi le prestataire devra faire son devis.
et on va lister tous ces points-là. On va faire une synthèse de notre cahier des charges. On va lire, voilà, moi je veux une création ou une migration de site dans le cadre d'un site, donc ça peut être la création d'une appli par exemple, ou la mise à jour d'un site. Je veux ou pas la création d'un design ou la finalisation de ce design. Je veux acheter ou faire acheter le nom de domaine ou les noms de domaine. Je veux déléguer ou pas la prise de l'hébergement, l'infogérance, la maintenance du site, la gestion des mises à jour. Et je précise si je veux ou pas une formation à la gestion du site, formation en présentiel, en distanciel, un document de formation, un tuto vidéo, ce genre de choses. Et je peux également préciser, si je veux, et je vous le conseille, des éléments statistiques ou la mise en place d'un plan marketing via notamment du référencement naturel, du référencement payant ou de l'emailing. Donc ça, c'est très important. Ce sont les éléments sur lesquels votre prestataire va pouvoir faire son devis point par point sur tous ces postes et vous pourrez comparer ce qui est comparable, ces différents postes entre eux. N'hésitez Oui, pas également à indiquer des éléments de délai, savoir quel serait votre deadline de décision et votre deadline de mise en ligne du site souhaité. Et justement, là, vous allez préciser dans une rubrique complémentaire comment vous allez choisir le prestataire. Je veux un devis pour telle date, le prestataire sera sélectionné à telle date. Si vous sollicitez des confrères, et oui, combien? C'est toujours important quand on est de l'autre côté de la barrière de le savoir. Si vous avez des étapes intermédiaires au projet, par exemple, si vous voulez demander des références, si on peut appeler des références, si on peut avoir des livrables intermédiaires, un plan de site, par exemple, à créer. Si vous avez évalué une grille de critères, n'hésitez pas à la glisser à l'intérieur de ce support. Et puis, précisez-vous de votre côté des contacts humains si jamais le prestataire a besoin de vous contacter pour en savoir plus sur tel ou tel détail de votre cahier des charges. Et enfin, une fourchette de budget pour savoir si vos ressources financières sont cohérentes par rapport à vos ambitions. oui, je pense que c'est bien résumé pour cette fin de cahier des charges. Très bien. J'ajouterais que pour tout ce qui est demande client, soyez le plus clair et concis possible parce que ça peut très vite rentrer dans le cadre d'une documentation technique. Et si vraiment vous n'êtes pas serein ou sereine à l'idée de rédiger cette partie-là, faites-vous aider par un prestataire quelconque, que ce soit le prestataire que vous allez finalement prendre ou un prestataire qui vous aidera à rédiger ce cahier des charges et qui vous fera peut-être une facturation là-dessus ou peut-être pas, ça dépend. Hmm. Voilà. Donc, effectivement, c'est une bonne pratique de se faire aider sur la création de ce cahier des charges. Ça vous aidera à vous poser les bonnes questions, comme ce qu'on a pu faire au cours de cette vidéo de premier niveau. Voilà. Voilà, écoute, merci Nicolas pour ton intervention. Merci à toi. Ça a permis de bien compléter avec ton vécu cette démarche d'interrogation de notre public. Et puis, voilà, on vous invite à consulter les autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus sur le marketing numérique et sur la création de sites et de projets digitaux. À très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter si vous avez des questions ou des remarques cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Voilà. C'est terminé. Ah, voilà. C'est encore en train d'enregistrer, je crois. Mm.